Bonjour, Luigi Longhi pour le vendredi politique d'Afrique actuelle. Je vais vous présenter l'invité de la semaine. C'est le docteur Mathieu Mbarga Bega, journaliste. Il a collaboré pour les plus grands supports de la presse africaine et pan-africaine. On citera Jeune Afrique, Africasie, Amina, Bingo et aussi ses nombreuses interventions sur RFI. Il est aussi auteur d'un ouvrage que vous voyez ici, Paul Biya a perdu sa diaspora, c'est quand même le troisième ouvrage. C'est effectivement le troisième, voilà, son confrère, le troisième. Je n'écris que des essais et voilà. Vous avez raison de le rappeler. Mais c'est pour cela aussi qu'on l'a invité. On a remarqué tout dernièrement, il y a environ une dizaine de jours, une interview dans laquelle il avait été invité le docteur Mathieu Mbarga Bega. Cette interview est intitulée « Le président Idriss Déby dirige le Tchad, son pays et le Cameroun ». Un titre percutant, de la provocation salutaire, et je vous laisse la parole sur ce début. C'est évident qu'en collant sur l'actualité et sur le conflit qui oppose aujourd'hui le Cameroun et la secte Boko Haram, au nord l'extrême nord du Cameroun, on a vu bien sûr une évolution spectaculaire de ce conflit. D'abord le conflit, les Camerounais, la direction des affaires du Cameroun a pensé que c'était un conflit local. Après, elle s'est aperçue, puisque la direction des affaires du Cameroun est toujours en retard d'une histoire ou d'une période, après elle s'est rendue compte que le conflit que le Cameroun avait au nord du Cameroun, était un conflit non seulement interafricain, mais international. On va y revenir sur la direction des affaires au Cameroun et en particulier la mauvaise gouvernance, mais restons un moment sur la perception, en tout cas le déroulé de ce conflit. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les Camerounais, après avoir minoré, la direction des affaires du Cameroun, après avoir minoré le conflit qui opposait Boko Haram à l'État camerounais, se rend compte que c'est un conflit majeur. Et que si le Cameroun ne se donne pas les moyens, qu'il n'a pas, il avait les moyens au début, qu'il ne va pas avoir, c'est les mêmes moyens à la suite. Le Cameroun est obligé de faire appel. Je vous interrompre sur ce petit truc que justement vous précisez qu'il n'a pas, ce qui veut dire que le président Paul Biya, il a donné le consentement au président Déby d'entrer avec ses troupes au Cameroun davantage par nécessité que par conviction, c'est-à-dire dans un état de faiblesse. Oui, exactement. Avant cela, j'explique juste des mots derrière, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que la manière camerounaise des dirigeants camerounais aujourd'hui, en l'occurrence le président Paul Biya, c'est de dire je suis au-dessus de tout, je suis plus fort que tout le monde. Et qu'en réalité, c'est l'ignorance qui conduit à ce type de raisonnement et en particulier la mauvaise gouvernance, l'incapacité d'avoir une vision, de se projeter dans l'avenir. Quand nous avons écrit un an avant que les événements de Boko Haram s'installent au Cameroun, nous disions, moi et dans la chronique que j'ai faite et qui est toujours dans le site d'Afrique Actuelle, dans notre site en ligne Afrique Actuelle. J'ai indiqué dans cette chronique la menace politico-religieuse contre le Cameroun. Les dirigeants, les longs crayons camerounais et la classe politique avaient estimé que ma chronique était excessive, que cela ne pouvait pas arriver, sauf que lorsque cela s'est confirmé, c'est-à-dire Boko Haram arrache, en tout cas, s'installe, arrive à conquérir les villages camerounais sur le territoire camerounais. Et là, Paul Biya prend peur, il constate que son laxisme et celui de son gouvernement ont eu tort de minorer l'avancée de la secte Boko Haram. Que fait Biya dans ce réveil, dans ce sursaut de réveil et d'inquiétude? Parce que ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Il fait quoi? Il lance un appel
Vous vous rendez compte, c'est après avoir dit moi, le Boko Haram ne peut pas dépasser le Cameroun, nous allons vaincre Boko Haram, enfin, en tout cas des paroles, en réalité des mensonges, et beaucoup de laxisme, et beaucoup d'incompétence. Finalement, il voit que son pouvoir est menacé. Paul Biya, il dit quoi? Il fait appel à l'international. À l'international, qui l'écoute à l'international? Pas grand monde. Idriss Déby, pour revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure, il va venir soutenir Biya parce que pour protéger son territoire, qui à terme allait être aussi connaître le même sort que le territoire camerounais, c'est-à-dire l'avancée prestigieuse de Boko Haram pour à la fois gagner, s'installer au Cameroun, au Tchad et en Centrafrique. Parce que l'avancée des politico-religieux musulmans, c'est de conquérir les territoires là où la secte ou la région musulmane, en tout cas les éléments qui se programment, enfin qui se réclament de cette religion, c'est prendre toute l'Afrique, en tout cas le monde actuel. Et aujourd'hui, nous en arrivons, et vous voyez donc que vous le rappelez, effectivement c'est une région, c'est une vision, nous n'avons pas honte de le rappeler, pour dire effectivement, nous avons vu les choses, nous voyons les choses avant les autres. Nous ne sommes pas un divin, je ne suis pas un voyant, un marabout qui gratte un peu pour voir que va être demain, etc. Nous avons, comme d'habitude, vu juste en disant, attention, aujourd'hui, la situation aujourd'hui, c'est laquelle? C'est que, après que la direction des affaires du Cameroun ait minoré le Tchad et son président Idriss Déby en expliquant que le Cameroun est toujours plus grand, et toujours grand devant l'éternel. Et c'est le même Cameroun qui a besoin du Tchad. Et le président tchadien aujourd'hui, à quoi? Il dirige le Tchad, nous l'avons dit il y a plus de 2 semaines ou 3 semaines, il dirige le Tchad et le Cameroun. Parce que si vous enlevez aujourd'hui la force tchadienne au nord, le Cameroun est envahi par les Boko Haram. C'est une réalité. Alors que, il faut le souligner, docteur Mathieu Mbarga-Bega et plusieurs observateurs l'ont mis en exergue, les troupes tchadiennes sont au Cameroun surtout pour défendre les intérêts du Tchad. Pour dégager, le Tchad c'est un pays enclavé, il n'a pas de débouché sur la mer, il faut dégager la route qui mène à Douala. Aujourd'hui, par ailleurs, on remarque que cette route-là, un mois et demi après l'intervention des troupes tchadiennes, n'est pas encore sécurisée. En tout cas, on laisse pour l'instant les problèmes Boko Haram et on revient sur la situation antérieure du Cameroun. Dans vos interviews récentes, dont j'en citerai une autre que vous avez fait il y a un mois et demi sur le mensuel Afrique-Asie, vous évoquez un ensemble de problèmes. Un ensemble de problèmes sur les triples aspects de l'insécurité des populations civiles, de l'instabilité politique. Et aussi, aujourd'hui, vous évoquez un problème de souveraineté nationale. Ça veut dire que la politique intérieure n'a pas été bien conduite par le régime. Vous pouvez nous faire un diagnostic synthétique des défauts et des lacunes de l'intervention, disons, du pouvoir central dans les affaires internes qui a porté à cette situation de délabrement et de difficultés? C'est une question essentielle, fondamentale, sinon on ne comprend pas ce qui arrive au Cameroun d'aujourd'hui. Il y a d'abord la mauvaise gouvernance qui est à la base de tout. Lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir en 1983-84, puisqu'il y a eu entre-temps, et les Camerounais le reconnaissent, cette espèce de coup d'État fabriqué ou monté, on ne sait pas trop, mais en tout cas il y a eu un coup d'État manqué. Le président Paul Biya s'installe donc à la direction des affaires du Cameroun avec tous les pouvoirs. Et dit-on, puisque nous sommes journalistes professionnels, on n'affirme pas lorsqu'on n'a pas de preuves. Et dit-on, le président Amadou Ahidjo aurait laissé les caisses de l'État pleines d'argent, donc de richesses. Donc Biya s'installe donc, au gouvernement, aux affaires, avec les moyens pour développer le Cameroun, pour régler les problèmes des Camerounais. Sauf que très rapidement, et là aussi c'est pareil, depuis 1984-85, je voyais très bien que déjà la situation du Cameroun sur le plan administratif ne fonctionnait pas. Je prends des exemples que vous avez vus à Radio France Internationale, à France Culture ou à France Télévisions, où j'indique que je voyais très bien que
le Cameroun, sur le plan administratif, ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que, je prends un exemple de référence, vous envoyez un courrier de France vers le Cameroun, du temps à Ido, ça mettait 3 jours, une semaine, peut-être un mois maximum. Mais le courrier, la personne à qui le destinataire recevait le courrier. Mais au temps de Paul Biya, tout ça avait été arrêté. On est donc dans le cœur de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, on ne dit pas ce qu'on fait, seulement on parle beaucoup pour endormir le petit peuple camerounais, pour expliquer que le bonheur, ça va venir, mais surtout dormez. Et surtout, buvez beaucoup d'alcool, et il y a la bière. Mais les changements vont arriver. Nous en sommes à 32 ans de mensonges. 32 ans où le Paul Biya est à la haine, une haine terrible contre son propre peuple. Parce que ça ne se conçoit pas, sans vous interrompre brutalement, ça ne se conçoit pas qu'on ait eu un pouvoir, mais sur une assiette d'or, comme le président Amadou Ahidjo a remis ce pouvoir-là. Donc je dis bien une assiette d'or. Il y a, le pays est stable, le pays est riche, avec une population, les Camerounais sont travailleurs, avec une population travailleuse comme la société, les Camerounais. On ne peut pas rater si on était dans l'âme d'un constructeur, si on était dans l'ordre de celui qui innove. Donc Biya va donc s'installer, et c'est qui montre aussi son incompétence, y compris les compétences de tous les gouvernements qu'il a eu jusqu'ici à 32 ans. 32 ans, les Camerounais ont vécu quoi? Ils ont quoi aujourd'hui aux Camerounais? Eh bien, je vous dis ça très synthétiquement. Les Camerounais, au bout de 32 ans de pouvoir biaïs, ils ont quoi? Les mêmes problèmes sursis, c'est-à-dire pas d'eau. Je dis l'eau potable suffisante pour tous, hein. Pas d'électricité. La santé publique, c'est un vieux, on a oublié ici, surtout au Cameroun, vivez, mais priez votre Dieu de ne pas tomber malade, parce que si vous tombez malade, c'est pour vous. L'éducation nationale, on n'a rien fait. Et surtout, le système Biya a consisté à creuser fortement les divisions entre les Camerounais. Après ça, vous ne pouvez pas dire... Ça n'a pas été un pouvoir rassembleur. Non, non, pas du tout. Mais vous le constatez aujourd'hui, lorsque j'écris dans ce livre que vous avez eu la gentillesse de montrer tout à l'heure, Paul Biya a peur de sa diaspora. Paul Biya fait quoi? Tout élément qui peut consolider la cohésion des Camerounais, leur efficacité, leur énergie, leurs moyens pour construire le Camerounais, le Cameroun qui vient, Paul Biya met un frein, c'est-à-dire il détruit. Se poser, puisque c'est le centre de mon livre, sur la venue des Camerounais de la diaspora, c'est-à-dire la diaspora camerounaise ne veut pas venir au Cameroun pour les mains dans les poches. Elle vient pour apporter son expertise, son argent et créer des emplois. Ce dont toute nation aurait eu la fierté d'avoir et surtout de recevoir. Mais il y a ceux qui s'y opposent. Ça veut dire que je vous dis très sincèrement que l'ennemi du Cameroun, c'est Paul Biya. Paul Biya, il faut un jour, par l'histoire, qu'il explique pourquoi il a la haine, une telle haine contre le pays pour lequel il a tout eu. Biya a tout eu pour le Cameroun. C'est pas concevable qu'il ait une telle haine. On est dans le domaine du satanisme, de la sorcellerie. Donc maintenant, vous évoquez comme conséquence de cette analyse l'urgence d'un leadership fédérateur. Et je pense que par rapport à l'actualité politique et par rapport aussi à ce que vous venez de dire, cette urgence, ça doit cibler aussi les problèmes du Nord, j'ai l'impression. Les failles, donc les lacunes du régime par rapport au Nord. Pouvez-vous évoquer cet aspect de la question? Effectivement, c'est un des aspects négatifs, un facteur négatif de la mauvaise gouvernance de Paul Biya. Nous avons au Cameroun 10 régions. C'est pas énorme. 10 régions. 10 régions, si le Cameroun avait eu la chance d'avoir un président constructeur, un patriote, quelqu'un qui aime son pays, à travers l'innovation. Je ne parle pas de l'amour physique des uns et des autres, c'est l'idée que c'est l'intérêt commun. Si Biya avait été, malheureusement, il ne le sera jamais, parce qu'en 32 ans, on aurait quand même vu, c'était quoi? C'est de dire, tiens, 10 régions à développer, puisque c'est lui le chef des Camerounais. 10 régions, figurez-vous, c'est du bricolage.
la région du nord et de l'extrême nord du Cameroun a été abandonnée à elle-même. Débrouillez-vous, adieu qui pourra. Et vous avez des exemples qui circulent sur le net, c'est-à-dire que vous avez, on vous montre, c'est le lycée public. Et vous savez ce qu'il y a dans ces lycées, je vous décris l'image, ce qu'il y a dans ces lycées, c'est le drapeau, d'abord qui est soutenu par une manche de bois, et en bas, les enfants sont assis sur c'est même pas les bancs, sur le sable, parce qu'au nord il y a du Sahel, les élèves sont assis sur le sable, et c'est le lycée de la République camerounaise. Biya a laissé, quand vous ajoutez à cela, toujours dans le nord, vous avez des inondations régulières, mais permanentes. À chaque fois, les mensonges de la direction des affaires du Cameroun, à commencer par Paul Biya et ses ministres, on vient faire du sitting. On vient entourer, on explique que, ben d'accord, il y a eu combien de morts là, on explique le nombre de morts qu'il y a eu. J'exagère à peine, mais ce que je suis en train de vous dire, tous les Camerounais le savent. On fait tout le tour et puis après on dit bon, on va fabriquer, d'ici là, on va fabriquer les digues. Vous savez ce que c'est que les digues? Mais sauf que les digues ne sont en 32 ans de pouvoir biaïs, il n'y aura pas de digues de construire. C'est-à-dire tous les ans, les populations du Nord attendent avec la peur au ventre d'être inondées. On fait quoi? On déteste les Camerounais. Et c'est pas on, Biya déteste les Camerounais. Il aurait pu déjà faire quelque chose. Alors le cynisme ici, c'est que à chaque fois qu'il y a des inondations et des morts, des victimes, Camerounais cette fois, ce n'est pas des étrangers. Paul Biya, que je sache, il est toujours Camerounais. Paul Biya amène des cadeaux. Vous savez, on a amené quelques couvertures, quelques bouteilles de lait. On est dans le Cameroun, les Camerounais, je ne conçois même pas que les Camerounais puissent encore aujourd'hui s'élever pour dire bravo Paul Biya. Paul Biya et c'est tous les jours qu'ils sont trahis par Paul Biya parce que Paul Biya déteste le Cameroun et les Camerounais. C'est ça la réalité. Sauf qu'il y a très peu de Camerounais qui ont ce courage de dire des choses. Le courage intellectuel que je vais essayer de dire, ça ne peut pas continuer. Et les Camerounais le savent, sauf qu'ils sont passifs parce que le Camerounais en général n'a pas ce courage intellectuel, n'a pas ce courage de dire quitte à mourir que je meurs, pour qu'une nation puisse progresser. Il y a toujours le sang qui est coulé. Mais les Camerounais ont peur de la mort, ils sont déjà morts. Lorsque vous voyez que dans votre famille, vous ne pouvez pas soigner vos enfants et votre épouse, vous ne pouvez pas les envoyer à l'école, il n'y a pas de perspective, vous faites quoi? Vous avez peur de quoi? Puisqu'économiquement vous êtes mort. C'est aux Camerounais de se lever pour dire Biya a profité du Cameroun, a trahi son propre pays, parce qu'il est ce pays. Évidemment, nous ne voulons plus de ce Paul Biya-là. Nous ne lui souhaitons pas de crever, nous ne lui souhaitons pas d'aller en prison, mais qu'il sorte de la direction des affaires du Cameroun, parce qu'il est négatif pour l'avenir du Cameroun. Mais par exemple, par rapport à ces problèmes religieux, de la déferlante d'un courant extrémiste venant du wahhabisme salafiste qui vient d'Arabie Saoudite, on aurait pu faire quelque chose aussi pour éviter l'arrivée de cette s'il y avait forme État, particulièrement virulente. Mais voilà, s'il y avait un État et un patriotisme et surtout une vision et une ambition. Quand je parle de la haine, le mot n'est pas très, très fort, il correspond à la réalité. Quand vous aimez un pays, vous travaillez pour son avenir. Nous l'avons vu, nous le voyons tous les jours en Europe, en France. Que pensez-vous, que font les Français? On peut prendre un passé très, très, qui est assez récent. Les bâtisseurs comme Touré, c'est lui qui a construit la Tour Eiffel, et les Français qui continuent à construire le Louvre, etc. etc. Je ne veux pas insister puisque tout le monde a des exemples. À chaque fois un noble fils de la nationalité française, de l'État français, s'est trouvé aux affaires, il a crié. Pas simplement pour lui, il a crié pour la France qui vient. Les Camerounais ou les Africains qui copient tout de la France, d'ailleurs des mauvais copieurs, parce qu'ils ne prennent que les mauvais exemples. Ils n'ont qu'à voir que, tiens, qu'est-ce qui fait que
le monde entier vient en France pour visiter la France. Eh bien oui, parce que les Français travaillent pour leur honneur, pour leur intérêt, et pour que la nation française soit celle où les gens ont envie de venir voir. Et venir voir la France, ça veut dire payer pour que la France puisse continuer à vivre. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, nous demeurons les Camerounais, quand même on peut considérer que le comportement général est quand même l'issue à la suite de l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme et le colonialisme économique toujours en cours. Mais tout ça, c'est un passé qui est vraiment derrière nous. L'Africain, le Camerounais d'aujourd'hui ou l'Africain d'aujourd'hui ne doit pas penser que c'est à cause du passé, de notre passé négatif avec l'histoire, que les pays ne se développent pas. C'est des traîtres vivants. Quand vous prenez les Africains en général, ce pas des gens qui sont là pour développer l'Afrique, c'est des gens qui sont là pour profiter des richesses africaines et par ricochet que ces richesses-là puissent non seulement qui se nourrissent de ces richesses-là, et c'est que ces richesses-là nourrissent les grandes puissances étrangères qui, elles n'ont rien à foutre avec l'Afrique. L'Afrique se développe ou pas, c'est aux Africains de le faire. Moi, la chose que j'aurais voulu mettre en évidence, il me semble que j'avais lu quelque chose dans vos déclarations sur l'Afrique-Asie. Est-ce qu'on aurait dû peut-être bâtir un ministère de culte pour éviter l'arrivée des prédicateurs qui répandent une doctrine extrémiste de l'islam? Si, bien sûr que oui, mais si on avait un État, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué tout à l'heure, l'Afrique, si en tout cas, comment dire ça en français de manière simple et pour que tout le monde comprenne, parce que j'ai toujours peur qu'on pense que je suis excessif, alors que ce que je dis est suffisamment important que je n'ai pas besoin de mettre un côté excessif. Si le Cameroun avait eu la chance d'avoir un chef d'État digne de ce nom, et qui on est tous imparfaits, on est d'accord, mais qui est dans la logique du développement, dans la fierté qui en généralité, dans la fierté qui incarne tout sujet français, camerounais. Le Camerounais, d'abord travailleur, il est fier, il est patriote par l'histoire, il aime son pays, quand bien même il peut avoir des critiques. Mais le Cameroun est un peu comme... malheureusement, ce qui est arrivé au cours de l'histoire moderne, au mondial, au planétaire. C'est-à-dire, il y a des périodes d'histoire dans un pays où vous avez un dirigeant majeur, compétent, constructeur. On a vu ici avec Napoléon. Et il y a aussi des périodes où on a quelqu'un qui n'a rien à faire là, mais surtout qui vient détruire ce qui avait été construit. Le Cameroun, dans sa phase actuelle, est dans cette perspective-là, c'est-à-dire dans quelqu'un, Paul Biya, qui est, dans sa période, est venu pour détruire ce qui avait été construit. Il faut maintenant que les Camerounais ne restent pas sur cette étape. Il faut que les Camerounais reprennent les choses en main. Pourquoi, dans quel sens? Que l'unité entre Camerounais revienne. Le leader, la personne qui veut diriger le Cameroun demain, il faut qu'il entende bien qu'on ne dirige pas un pays quand il est divisé. L'union entre Camerounais, l'exigence des compétences, l'exigence des comptes rendus. On n'est pas ministre parce qu'on est ministre. Tous les 6 mois, les ministres doivent dire qu'est-ce qui se passe dans leur ministère. De même que vous parlez, votre question portait sur le ministère de la création, le ministère des cultes. Oui, s'il y avait un État, mais il n'y a pas d'État au Cameroun. Il y a l'improvisation généralisée, vous ajoutez à cela la corruption et tout ce qui tire la société camerounaise vers le bas. Du coup, les esprits ne se libèrent plus pour produire, même déjà pour parler. Parce que les esprits libres, les esprits constructeurs sont étouffés par la mafia, d'autres disent même c'est le satanisme qui dirige le Cameroun, mais je ne vais pas jusque-là parce que je ne peux pas le prouver. Donc on a une société, le Cameroun est un pays arrêté, c'est-à-dire un grand besoin de changement qui va arriver. C'est à quoi j'interpelle les Camerounais aujourd'hui, c'est que les Camerounais se préparent pour l'alternance. L'après-BIA, c'est quoi? Parce que là, pour l'instant, c'est un peu confortable. On peut dire, ça y est, la fausse BIA, c'est aussi facile. En même temps, il y a un peu de vérité, il y a la vérité, il y a aussi une part de mensonge. L'après-BIA, c'est quoi? Et là, je lance ce message aux Camerounais. Les Camerounais, toute discipline, toute expertise, doivent se dire, BIA n'est pas là demain. Je suis médecin
ma discipline est, je suis médecin de la santé publique. Qu'est-ce que j'apporte comme changement en termes d'action dans la société camerounaise qui, elle, doit évoluer. Ce défi, malheureusement, cette perception des choses, cette compréhension des choses aujourd'hui n'existe pas dans le discours des Camerounais, y compris de la diaspora. C'est la logique, le pouvoir pour le pouvoir, les titres pour les titres. Quand vous leur demandez, mais demain, que faisons-nous pour remplacer Biya, ils ne le savent pas. Nous lançons là encore, nous sommes là avant les autres, le débat qui consiste à dire, attention, Biya, ce fut une période, très bien, Biya n'est pas là demain, que faisons-nous du Cameroun? Et que faisons-nous du Cameroun? Ça exige donc des responsabilités nouvelles. Et c'est à quoi les Camerounais du pays comme ceux de la diaspora doivent en priorité l'union, sortir de la culture clanique. Je suis Bamileke, je suis Betty, je suis la culture de la construction nationale. Je ne dis pas de la reconstruction, de la construction. Le Cameroun a quand même été construit. Ce serait d'abord malhonnête de dire que rien n'a été fait de manière globale. De la période du président Amadou Ahidjo et Biya qui a continué à bricoler quelques réalisations, mais ce n'est pas suffisant pour développer le pays. L'exigence du Cameroun qui vient, et des Camerounais de ma génération et encore plus jeunes, je veux dire, nous sommes les bâtisseurs du Cameroun qui vient. À commencer par, cela veut dire, c'est demain. Biya n'est pas là demain. Je suis nommé ministre de l'Information. J'innove dans quel domaine? Je suis nommé, c'est des exemples, je suis nommé Premier ministre, je suis nommé ministre de l'Industrie au regard, c'est même pas au regard, dans un contexte de la mondialité, qu'est-ce que je fais de mieux que les gouvernements des Biya? On a donc un défi à lever, c'est un défi et surtout l'idée que les Camerounais, qu'ils sortent, qu'ils parlent peu et qu'ils agissent de manière concrète. Il y a un problème aussi des politiques internationales. Vous parlez de changement. Le changement, ça suppose le développement. Est-il possible un développement du pays à l'état actuel des relations avec l'ancienne métropole, où il faut un changement à ce niveau aussi? J'ai écrit avant les autres dans un de mes essais que vous avez en main, Paul Biya a peur de sa diaspora, qui a un chapitre consacré à la relation franco-africaine, très précisément de la destruction de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un système créé par De Gaulle, dont le principe était, d'accord, nous donnons les indépendances aux pays colonisés, en l'occurrence les pays d'Afrique francophone. Cette indépendance est une indépendance symbolique, c'est-à-dire le drapeau avec l'hymne national, mais c'est nous, nous sommes aux caisses, c'est nous qui gérons les affaires économiques. Les Africains ne sont pas aptes et que de toute façon, ce n'est pas leur problème. On a besoin d'installer partout en Afrique des sous-préfets qui vont exécuter à nos ordres et surtout nous faciliter la signature des contrats commerciaux. Ok, c'est une époque, ça a été fait, tout le monde le sait. Maintenant, aujourd'hui, la France-Afrique n'a plus besoin de ce concept qui est dépassé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les choses ont évolué. Je ne dis pas que l'Afrique n'a pas assez évolué, mais justement, les mentalités ont évolué. C'est pourquoi, dans ce livre, j'exhorte les présidents français et africains de mettre un terme à la politique de la France-Afrique. Pourquoi? Parce que justement, dans cette politique, pour l'instant, même les grandes puissances colonisatrices, notamment la France, elle en gagne quoi aujourd'hui? Des miettes, pas grand-chose, parce que le contexte international est déjà là. Les Africains qui, dès le départ de ce concept, en tout cas, de cette politique de la France-Afrique, c'est-à-dire la politique des dupes, c'est le marché des dupes entre eux, qu'on appelle ici la coopération Afrique-France, c'était, et si je le rappelle, c'est un marché des dupes. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Maintenant, quand on a constaté que c'est un marché des dupes, l'avenir c'est quoi? L'avenir, c'est de détruire donc les mécanismes de la France-Afrique, destructeurs. Les mécanismes de la dépendance. Voilà, de la dépendance socio-culturelle, politique, économique, mais de tout. C'est-à-dire qu'on a étouffé, ce système étouffe
le développement de l'Afrique francophone. Il faut donc tout de suite se dire, d'accord, on va réfléchir 2 minutes, on casse le mécanisme, on remplace ce mécanisme par quoi? C'est là où il y a le vide incroyable, mais insupportable des États africains francophones. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternance. Ces pays-là, l'Afrique francophone aurait pu dire d'accord. Nous avons compris, et vous allez comprendre pourquoi je considère que l'Afrique francophone accepte la domination. Parce que quand moi j'ai vu qu'au bout de 50 ans d'indépendance, qu'on a fait des indépendances, qu'on a fêté partout en Afrique, que les intellectuels africains en général, les chefs d'État africains ne se sont pas interrogés, ne fût-ce que poser la question de se dire, mais au fond, après plus de 50 ans d'indépendance, faisons le bilan. Non, ils ont constaté que la coopération Afrique-France, ou la coopération la France-Afrique est négative, mais on continue. On est dans le cynisme. Et l'Afrique qui vient, si elle a des leaders, s'il y a des personnes, des Africains qui veulent se battre pour leur liberté, parce qu'il ne faut quand même pas se rendre compte qu'on se bat pour les intérêts des autres. C'est les libertés, comme tout peuple de notre monde, c'est toujours battu. Et avec parfois le sang qui coule abondamment, c'est toujours battu pour ces libertés. Pour l'instant, et c'est très grave, c'est surprenant de constater que les Africains ne se battent pas pour leurs intérêts. Ils préfèrent, ils sont dans le confort d'être consommateurs. Ils demeurent donc consommateurs par leur comportement, par leur façon de voir le monde, de lire l'avenir du monde. Donc avec ces gens-là, c'est ces gens-là qui font la tristesse du monde. Parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose pour leurs descendants, pour leur jeunesse, qu'une énorme tristesse. Les dirigeants africains aujourd'hui ne proposent rien pour l'avenir de leur jeunesse. On est donc dans du satanisme, on est dans la sorcellerie. Vous savez, il paraît que les sorciers, pour vivre heureux, il faut qu'ils boivent le sang des autres, et comme ça, ils continuent leur vie. Je ne peux pas imaginer un seul instant que les dirigeants camerounais, africains en général et camerounais, demeurent ceux-là qui sont en train de vendre l'Afrique avec tout ce que cela comporte. La mondialisation qui arrive, vous pensez quoi? Pourquoi la France-Afrique doit être détruite? Je vais commencer par là pour rappeler que la France qui avait hier, pendant plus de 50 ans, le monopole de toutes les richesses africaines, enfin, c'était sa chasse gardée. Mais à tout point de vue, tous les spécialistes vous le disent, aujourd'hui, est confronté à une concurrence. Toutes les nations, les grandes puissances viennent en Afrique. Les Coréens, les Russes, les Américains. C'est à quoi la France n'était pas habituée. Voilà pourquoi, tout en étant sujet français et sujet franco-africain et franco-camerounais, je dis attention, ça s'appelle de la vision. Revoyons les choses, à commencer par détruire la France-Afrique. Parce qu'en détruisant la France-Afrique, on se projette dans l'avenir avec des nouvelles données qui permettent aux uns aux autres, à l'Afrique et à la France, de retrouver les ressources nouvelles pour continuer à vivre ensemble dans une harmonie, si possible, en tout cas dans une richesse partagée possible. Or, la France qui traîne les pas de ne pas convoquer, comme je le dis dans mes précédentes interviews et dans mon livre, de convoquer un nouveau sommet pour détruire la France-Afrique et de créer un nouveau mécanisme de développement entre l'Afrique et la France, a tort que hier, Nicolas Sarkozy a eu tort de ne pas le faire. Aujourd'hui, François Hollande a également tort de ne pas le faire, parce qu'il faut avancer. L'arrogance qui consiste à dire en France, oui, c'est pas grave, on va régler ça, on voit bien que c'est le contraire qui se produit. Le Boko Haram le montre. Lorsque vous avez aujourd'hui, on a très bien compris que le Boko Haram, enfin qu'il faut faire appel à des grandes puissances pour venir l'aider. C'est là que je voulais justement arriver en développant les discours sur la France-Afrique actuelle et ces discours sur la guerre. Au samedi 28, il y a eu une grande manifestation à Yaoundé contre la guerre. Non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Une grande manifestation populaire
de soutien aux forces armées camerounaises. Je vais dire par là que, tout en rappelant une affirmation que vous avez faite il y a quelque temps, que ces guerres-là arrangent peut-être les puissances qui ensuite il peut se présenter sur le théâtre des opérations comme force de médiation. Les gens qui sont descendus dans la rue à Yaoundé, ils ont répondu à un sentiment patriotique et ça c'est positif. Mais est-ce que l'orientation politique est juste? Est-ce que l'option guerrière est exclusive? On peut voir aussi au-delà de l'option guerrière pour résoudre les problèmes comme celui de Boko Haram. C'est une bonne question. J'ai indiqué sur la précédente interview que j'ai eue avec vous, je pense bien, c'était pour je rappeler l'idée que le fait qu'un État, que les Africains, les États africains en général et le Cameroun en particulier, n'a pas compris, en tout cas n'a pas souhaité développer le Cameroun de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Imprimer le processus de démocratisation réel, le partage de richesses réel, l'éducation pour tous réel, c'est-à-dire pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt des Camerounais et des Camerounaises et des Camerounais, de permettre la liberté d'expression réelle, c'est-à-dire les fondamentaux qui permettent à un pays de se prendre en charge et de se développer. Et par conséquent, lorsque la pression extérieure revient, ces pays-là sont forts parce qu'il y a des leviers qui unissent ce pays. Donc les Camerounais, en tout cas l'Afrique en général, et les Camerounais en particulier, les directions des affaires du Cameroun, la direction des affaires du Cameroun, a choisi quoi? Le laxisme, ne rien faire, détruire le Cameroun. Ça renvoie à votre question que finalement, on est dans quel pays ici? C'est la manipulation, c'est les gens qui veulent construire, ou c'est de la manipulation, ou c'est des gens qui haïssent la direction qui est les Camerounais et le pays, et la nation camerounaise, en utilisant la manipulation. Et cette manipulation, elle s'exprime dans ce que vous avez vu. Ah ben oui, on est attaqué, il faut faire quelque chose. Bien sûr, en un premier temps, on constate que c'est tout à fait naturel. Mais en réalité, ceux qui vous demandent aujourd'hui d'aller se battre contre Boko Haram, quand ils mangent, quand ils se soignent, vous n'êtes pas concernés, vous n'êtes pas des leurs. Les jeunes que j'ai vus, avec raison, qui ont défilé en France ou au Cameroun, ils y croient encore. Ils y croient encore que leur pays peut leur proposer un avenir. Malheureusement, il n'en est rien, en tout cas, tant que le système, à la fois de la France-Afrique est là, et le système BIA est là. Ces jeunes-là, moi je les plains, parce que, malheureusement, ils croient, ils rêvent dans le vide. Parce que leurs propres frères et sœurs qui sont aux affaires ne leur proposent que la mort, ne leur proposent que la misère. C'est ça le drame. Or, si l'inverse avait été produit, j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire un précédent pour son peuple, le mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure, qu'il y aurait eu donc, le partage des responsabilités au sujet de tout, les richesses au sujet de tout, la responsabilité au sujet de tout. Ces mécanismes-là marchent fort en Europe, en France. Pourquoi? Parce que dans une société, il faut les leviers qui permettent à cette société, les sujets de cette société, que ces sujets-là deviennent forts, puissants, pour défendre la nation. Parce que souvenez-vous, toutes les nations sont toujours fragiles. Il n'y a aucune nation dans le monde qui est là en train de dire je suis fort. Non. C'était ma dernière question, parce qu'en effet, on voit vous avez évoqué une perspective de mort. Il y a les morts camerounais qui tombent dans les rangs de Boko Haram, qui les envoient comme ça devant le feu des armées. Chaque fois, il y a 200, 300 morts. Ce sont des femmes et des enfants aussi qui tombent. Il y a des morts parmi les enfants du Cameroun en uniforme, qui défendent l'intégrité territoriale du pays, et il y a des morts parmi les populations civiles qui se trouvent dans les tirs croisés de belligérants. Donc, on assume les suggestions du docteur Mathieu Mbergha Bega comme
des possibilités de solutions pour l'avenir du Cameroun. Un dernier mot, justement, docteur Barga Bega, sur cette attitude, une attitude de ressemblance et fédératrice aussi de la part d'un pouvoir qui va venir dans l'après-Biya, pour conclure. Oui, Par rapport au nord, par rapport à l'unité de tous les Camerounais, au-delà des clivages communautaires. Lorsqu'on a dit, confrère, que Paul Biya, son pouvoir consiste à détruire le Cameroun et donc à désunir les Camerounais. Bon. Du coup, le développement fait de surplace est en panne comme on l'observe après 32 ans. Nous l'avons dit, les exemples sont là et tout ce que nous avançons comme preuve ou comme exemple, tous les Camerounais le savent. Donc, Bargabé n'est pas là en train n'est pas l'opposant de Paul Biya, c'est un intellectuel qui produit la réflexion, qui interpelle ceux qui ont le pouvoir pour dire attention, ma vision du monde, c'est celle-là, puisque je constate que ce que vous êtes en train de faire n'est pas cohérent, en tout cas, ne va pas dans le sens de l'intérêt des populations camerounaises. C'est notre message. J'aurais pu aussi prendre une autre position, c'est-à-dire que je prends la carte de RDPC tout en sachant que je suis franco-camerounais. Mais le sérieux, l'avenir du Cameroun, après avoir dit que Biya est un facteur diviseur, détruisant de la nation camerounaise. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. La vérité aujourd'hui, c'est où va le Cameroun qui vient. C'est là où il y a un message fort à passer. C'est-à-dire que la personnalité qui prendra demain, d'abord j'ai demandé, je fais encore une chronique où je demandais à Paul Biya, au président Paul Biya sortant, de préparer l'alternance au Cameroun. Qu'il choisisse une personnalité qui, après lui, va organiser les élections, l'alternance. Parce que si Biya aujourd'hui n'est pas là et que personne n'a été désigné par lui, et qui est chef d'État, et qui a été encore, il faut le rappeler, élu plusieurs fois, bien élu ou mal élu, peu importe, il a quand même été élu, il n'y a pas d'élection parfaite au monde, y compris dans les grandes démocraties. Que le président Paul Biya, après avoir échoué, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, ait un sursaut pour se dire je dois beaucoup de ce pays, le Cameroun. Je prépare une alternance pour que le pays demain ne soit pas divisé, que le pays demain ne connaisse pas ce qu'a connu le Libéria, c'est-à-dire les guerres civiles, ou même les deux, de Congo-Brazzaville. Bon, il y a cette exigence. Les Camerounais doivent prier fort pour que Paul Biya, aujourd'hui, mais vraiment, travaille pour l'alternance politique au Cameroun. Premier élément. Deuxième élément, c'est lui qui prend le pouvoir au Cameroun après Paul Biya. Quelles doivent être ses qualités? Ça doit être un vrai patriote, qui a une vision, qui a compris qu'il faut unir les Camerounais, les intelligences et les énergies des Camerounaises et des Camerounais pour donner une direction qui, elle, est pour construire le Cameroun, pour être en phase avec la mondialisation. Vous savez, dans la mondialisation, vous existez que par votre capacité de produire les richesses. C'est par votre capacité d'être indépendant, financièrement, intellectuellement, spirituellement, si on veut après tout. C'est votre capacité d'exister en tant que puissance. Il y a des puissances intermédiaires. La puissance n'est pas que nucléaire. Être dans la mondialisation, c'est d'avoir une vision, donc anticiper et surtout se battre pour qu'il y ait une cohérence, une cohésion socioculturelle, politique, comme fondament de la nation, voilà, de son champ. Et politique, économique, et comme vous le dites si bien, comme fondament de l'association. Voilà les exigences, c'est lui qui, demain, va remplacer Paul Biya. Si jamais, et je le souhaite pour mon pays, il faut espérer que demain, que nous ayons la personnalité qui a ce profil que je viens de décrire très rapidement. On peut y revenir dans d'autres émissions. Mais si jamais ce n'était pas le cas, ce n'est pas mon souhait pour mon pays d'origine, le Cameroun, malheureusement, le Camerounais sera donc une fois de plus trahi par un des leurs qui serait l'acteur principal, comme l'est aujourd'hui, l'acteur principal de la France-Afrique, comme l'est aujourd'hui Paul Biya.
Merci. C'était le docteur Mbarga Bega pour le vendredi politique de l'Afrique actuelle. C'est moi qui vous remercie.